Bonjour à tous. Merci de vous être connectés. On va attendre quelques secondes que tout le monde rentre dans la salle. Donc moi, je suis Gwendoline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis responsable commerciale chez Explorator et productrice principalement sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et donc ce soir, en dehors de moi, il y aura Hervé Tribolaspierre, donc notre directeur, et Valentine Remery, qui est productrice de nos voyages Inde également. Et Shripal, pour être tout à fait dans la bonne prononciation, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Il y a des problèmes de connexion, c'est les aléas du direct. Comme il se connecte de Delhi, bon, hier, ça fonctionnait bien, là, ça fonctionne moins bien, mais il va nous rejoindre. En attendant, on va vous présenter un peu notre entreprise. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est rompu à l'exercice des visio-réunions, puisque maintenant, on en propose depuis plusieurs années. Donc, vous pouvez retrouver nos anciennes visio-réunions sur notre chaîne YouTube, si vous êtes intéressé par d'autres destinations que l'Inde. Il y a tout un tas de choses qui vous seront proposées. Et également, donc, cette visio-réunion qui sera d'ici quelques jours retransmise sur notre chaîne YouTube si vous voulez la visualiser de nouveau. Alors, je pense que là, on va pouvoir commencer. Donc, je vais passer la parole à notre directeur, Hervé Tribolaspierre, qui va vous parler de notre entreprise. Oui, bonjour à tous. Explorator, c'est une société maintenant qui existe depuis 52 ans, qui est née en 1971, née dans le désert, dans les grands espaces, et puis de proche en proche, elle est devenue spécialiste des voyages de découverte dans les endroits les plus éloignés de la civilisation occidentale. Dans la planète. Alors, c'est l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, et puis quelques pays d'Europe qui sont encore un peu éloignés de notre monde policé ou un peu stérilisé de l'Occident. Nos voyages sont formatés pour être des voyages d'immersion. Et pour être immergé dans un pays, eh bien, il ne faut pas être trop nombreux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser des voyages en tout petits groupes de 4 à 8 participants maximum. Et tous ces voyages donc, ont pour objectif la découverte de l'altérité, de voir comment les gens éloignés de nos valeurs, de nos modes de vie, de nos conditions de vie ordinaire, vivent et vivent bien. Et c'est toujours très, très enrichissant de revenir des voyages d'exploration que nous faisons. Et ces voyages d'exploration, eh bien, ils sont orientés nature, culture, rencontre avec les populations. Alors, ça veut dire quoi, la nature? Eh bien, ce sont des voyages évidemment plus euh, orientés euh, profondeur du pays que urbain, bien sûr, même si les voyages peuvent être urbains, mais ils ne le sont pas de façon exclusive, loin de là. Culture, quand on parle de culture, c'est la culture vivante, c'est-à-dire celle que vivent les populations que nous rencontrons, la culture d'aujourd'hui, mais également le passé est aussi convoqué parce que le passé explique également le présent que les gens vivent. Et puis, la valeur cardinale, je dirais, c'est la rencontre avec les populations. Et rencontrer les populations, c'est concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, dans l'immersion d'un des petits groupes que nous faisons, eh bien, contacter au gré des rencontres qui se nouent dans nos voyages, dans nos pérégrinations, de rencontrer les gens qui se présentent à nous et l'intermédiaire, puisque en fait, il y a évidemment l'obstacle de la langue et puis les codes de civilité qui nous manquent, bien sûr, parce que les codes ne sont pas les mêmes, eh bien, il y a le guide minutieusement choisi, ce que nous appelons dans notre
dans notre concept des passeurs de culture, c'est-à-dire qu'ils sont issus des populations que nous croisons, mais ils font des ponts entre nous, les voyageurs, et puis les personnes que nous rencontrons. Ils en parlent la langue et ils permettent de véhiculer un dialogue entre les uns et les autres. Alors, évidemment, la transition était toute trouvée pour vous présenter Shripal, qui est l'un de nos excellents guides de l'Inde. Nous en avons plusieurs, mais c'est un guide que personnellement je connais bien, parce que j'ai passé 3 semaines avec lui dans un voyage très nourrissant, très impressionnant, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, la règle du jeu, c'est la règle du direct, évidemment. Donc, pour l'instant, on va faire sans Shripal, mais quoi qu'il arrive, vous aurez l'occasion de l'entendre, de voir ses explications, etc., même si ça n'est pas au cours de cette rencontre en direct, mais nous aurons à cœur Le principe, c'est on va vous présenter quelques images très fortes qui vont vous montrer toute la diversité de l'Inde. Alors, la règle du jeu, ce sont deux ou trois photos selon les régions, et vous verrez, il y a une petite carte en médaillon, et vous reconnaîtrez la carte de l'Inde, évidemment, et le carré rouge localise l'État ou la région dont nous allons parler. Alors là, on est au Ladakh. Alors le Ladakh, c'est l'extrême nord de l'Inde. C'est assez différent du restant de l'Inde. Hein, c'est un État himalayen, on va dire, ou pré-himalayen. On est entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Alors, pour aller grossièrement sur le sujet, le Ladakh, c'est un espace minéral fait de montagnes, de lacs, comme vous voyez avec ce lac qui vous est présenté. Et puis, photo suivante, Valentine, et puis un aspect spirituel. Le Ladakh, c'est un territoire bouddhiste, hein, et donc émaillé de gompas, de monastères, avec des moines d'obédience différentes, et qui donnent un charme, une spiritualité incroyable, et qui rappelle d'autres endroits himalayens, hein, que ce soit le Bhoutan, le Népal, euh, donc, ou même évidemment le Tibet. Donc, on est dans une atmosphère extrêmement bouddhique et austère et grandiose. Voilà. Bon, eh bien, on va changer de pays. Là, bon, eh bien, c'est Valentine qui va nous parler de l'Himachal Oui. Pradesh. Oui, alors l'Himachal Pradesh se trouve, comme vous le voyez sur la carte, juste en dessous du Ladakh. Donc on est toujours un peu dans la région de l'Himalaya, surtout au nord de l'Himachal Pradesh. Et puis au sud, ben là, vous avez la photo du chemin de fer entre Kalka et Shimla. Donc très sympa à prendre aussi. Donc toute la partie plutôt sud de l'Himachal Pradesh, on retrouve majoritairement des hindouistes. Et ensuite, on a mis aussi une photo de villageoises à Kalpa qui sont en tenue traditionnelle himachali. Et donc l'Himachal Pradesh, c'est quand même un grand état où on retrouve notamment dans la vallée du Spiti les paysages qu'on peut retrouver au Ladakh. Et ensuite, vous avez des grandes villes comme Shimla, où là, vous êtes déjà un peu plus en altitude. Donc voilà. Alors, on peut dire aussi quand même que l'Himachal Pradesh, enfin, du temps de la colonisation anglaise, et du fait de son altitude, c'était un lieu privilégié Des des Britanniques. Anglais, hein, pour Oui, passer l'été. Parce qu'en fait, exactement. l'été est torride dans la partie centre et sud de l'Inde. Et donc, l'Himachal Pradesh, c'était le lieu d'accueil du vice-roi, des gouverneurs et autres. Exactement. Et notamment Shimla, où on retrouve quelques bâtiments coloniaux, justement.
Est-ce que Hervé, vous Oui, voulez... allez-y, allez-y. Alors, le Pendjab, donc comme vous le voyez sur la carte, on est toujours au nord de l'Inde. Là, on a mis une très belle photo du temple d'or d'Amritsar. Amritsar qui est connu justement pour avoir une population à majorité sikh. Donc, vous voyez là, quand vous arrivez dans le Pendjab et notamment à Amritsar, vous retrouvez beaucoup d'Indiens avec tous ces turbans colorés. Donc, le Temple d'Or, c'est vraiment le lieu sacré pour les Sikhs. Et on a aussi la post-frontière terrestre entre l'Inde et le Pakistan. Donc en fait, c'est une cérémonie assez amicale, on va dire, entre les deux pays. Et donc c'est très très intéressant à voir. Donc ça se trouve, il faut aussi dire que le Pendjab est divisé. Vous avez une partie du Pendjab qui se trouve au Pakistan. Donc ça a été divisé pendant la partition de l'Inde en 1947. Donc le Pendjab a été découpé en plusieurs parties. Voilà. Et alors, Pendjab, ça vient ça vient du grec en fait. Pente qui veut dire 5. C'est un état où on retrouve 5 fleuves qui irriguent celui-ci. Et comment dire, cette photo illustre donc le baisser les couleurs donc au poste frontière de Vaga. C'est pas très loin d'Amritsar, c'est à une demi-heure d'Amritsar. Et de l'autre côté, c'est à une demi-heure à peu près de Lahore. Et donc, ce qui se passe, c'est donc un déroulé totalement symétrique de baisser les couleurs. Vous voyez de dos, là, la photo, c'est une photo que j'ai prise moi-même d'ailleurs, côté Pakistan. Donc les hommes en noir sont les Pakistanais, tandis que les Indiens sont de l'autre côté. Et on sait que Pakistan et Inde sont des pays qui ont des relations un peu difficiles. Mais ce qui est assez encourageant, c'est de voir cette manifestation, mais absolument incroyable. Hein. Il y a une ambiance inouïe, avec un chauvinisme qui est plus que prononcé, ça c'est clair. Mais le fait que cette cérémonie ait lieu tous les soirs, que l'étiquette de cette cérémonie soit scrupuleusement respectée et totalement symétrique est plutôt rassurant et montre bien que pour que ces cérémonies puissent avoir lieu aussi fréquemment et de cette façon-là, eh bien, néanmoins, malgré les oppositions des uns et des autres, eh bien, il y a néanmoins une concertation pour faire que les choses existent. Alors ben Hervé, voilà, vous... donc on est dans un tout autre monde. Là, c'est le Rajasthan. Le Rajasthan, c'est un terme sanskrit, c'est la terre des rois. Et donc, initialement, donc jusqu'en 1947, le Rajasthan était peuplé de Raj, de Maharaj également. Le Maharaja, c'est le grand roi. Il y a des grands rois et des petits rois. Bon, toutes ces, tous ces rois et grands rois avaient des palais. Vous en voyez plusieurs d'ailleurs sous les yeux à Udaipur. Udaipur Oui. est la ville blanche. On a l'habitude de colorer, de donner des couleurs aux villes les plus importantes du Rajasthan. Vous avez la ville rouge qui est Jaipur, la ville bleue qui est Jodhpur, la ville ocre qui est Jaisalmer. Toutes, toutes ces villes sont émaillées de palais dignes des Mille et une nuits. Et ça, c'est l'influence moghole. Alors, Moghols, ce sont des envahisseurs qui sont venus au début du XVIe siècle. Hein. C'est un descendant à la fois de Tamerlan et de Gengis Khan, qui s'appelait Babour, hein, qui a décidé de quitter l'Ouzbékistan, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, hein, et qui est parti, qui est descendu, hein, qui est passé par la Khyber Pass
entre l'Afghanistan d'aujourd'hui et le Pakistan d'aujourd'hui, et qui est allé jusqu'à Delhi et qui a conquis l'Inde, ou du moins les 2 tiers de l'Inde. Le sud de l'Inde étant resté indépendant, et qui ont exercé une tutelle sur l'Inde jusqu'en 1857, date à laquelle l'Inde est devenue partie prenante de l'Empire britannique. Là, ce qui est important aussi de dire, c'est que toute cette culture moghole, c'est une culture musulmane, hein. Le bâtiment qui est le plus connu, c'est le Taj Mahal, hein. Eh bien, c'est la culture moghole qui, aujourd'hui, si Shripal arrive, il nous parlera sans doute de l'Inde, de son état d'esprit d'aujourd'hui. Je lève un peu le voile là-dessus. Euh, à toute phase utile, aujourd'hui, donc, le pays est dirigé par Narendra Modi, qui est un nationaliste hindouiste et qui, comme toutes les forces de son obédience, ont décidé de faire table rase du passé et notamment de la culture moghole, ce qui est assez étonnant parce que enfin, quand même la culture moghole a prédominé en Inde pendant 300 ans. Et donc, on assiste à un certain nombre de changements de noms, de noms de villes, on en verra tout à l'heure, qui ont été créés par les Moghols précisément. Alors le Rajasthan, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont des allures de princes, vous voyez, tous avec leurs turbans, les femmes avec leurs saris. C'est un État où les couleurs sont particulièrement chatoyantes. Et voilà, tout ça, c'est souvent l'un des premiers États qui visités par les Occidentaux. En voilà un autre exemple, le palais du Fort d'Ambert, pas très loin de Jaipur. Voilà, et donc on va quitter le Rajasthan maintenant, euh, On se on va retrouve. aller dans le Gujarat. Donc, le Gujarat, alors, il y a une particularité. Donc, c'est un État donc, de l'Ouest, comme vous le voyez, pratiquement à la frontière du Pakistan, pas très loin de Karachi, à quelques centaines de kilomètres, mais pas peu de centaines de kilomètres. C'est donc un territoire assez musulman et assez traditionnellement tourné vers l'extérieur. Le fait est que le Gujarat donne sur l'océan Indien et donc ce sont des commerçants, des navigateurs et dont on retrouve aujourd'hui d'ailleurs et depuis le 19e siècle des ressortissants au Kenya, en Tanzanie, qui, pour des raisons commerciales, ont fini par s'établir en Afrique. Voilà, donc, alors c'est un lieu qui est également marqué par Narendra Modi, puisque celui-ci a gouverné cet État pendant quelques décennies. Voilà. Alors, ce qui est à voir, ben, il y a une nature très surprenante, hein. On pense souvent que l'Inde, c'est un pays qui grouille de monde. C'est le pays le plus peuplé d'Europe, du monde, pardon, avec 1,450 milliard d'habitants. Mais il y a aussi de la faune à voir, hein. Et puis, on va peut-être voir un autre. Voilà, et puis alors des temples, alors ça c'est euh, Un puits à degrés, le puits à degrés d'Adalage. Vous avez aussi celui de Rani, qui Vav, qui est classé à l'UNESCO. Et comme on le voyait sur la photo précédente, là c'est à Sasangir, le parc national de Sasangir, où on peut retrouver des lions d'Asie. Donc c'est le seul endroit, en tout cas en Inde, où on peut retrouver des lions. Vous avez aussi le Rann de Kutch au nord du Gujarat, où vous pouvez notamment retrouver des ânes sauvages. Et en fait, c'est un grand marais salant, un désert de sel, euh, qu'on retrouve donc au Gujarat. Donc là, le puits à degrés.
Et puis, on va passer au Madhya Au Madhya Pradesh. Pradesh. Alors, le Madhya Pradesh, c'est l'État du milieu, comme de son nom l'indique. Voilà, là, c'est le fort de Gwalior, qui est un fort militaire, voilà, qui est enfin, assez impressionnant, c'est assez unique dans son genre, enfin, c'est très préservé, avec également, alors là, on a une photo de l'extérieur, mais on a des salles couvertes de fresques d'un très très grand intérêt artistique. Voilà. Mais le Madhya Pradesh, c'est autre chose. C'est aussi un lieu spirituel. Là, nous sommes à Maheshwar. C'est un, c'est un lieu spirituel. Vous êtes devant le temple au bord du Ghat. Les Ghats étant ces quais sur lesquels les pèlerins déambulent et le long des fleuves sacrés. Et en haut à gauche, vous voyez un bout du palais des princes Holkar, hein, qui sont les seigneurs régnants, ou qui ont jadis régné plus exactement sur Maheshwar. Voilà, c'est un lieu de délice. Je me souviens avoir eu l'occasion d'être reçu par le prince Holkar. Et ce qui était très surprenant, vous voyez, c'est que quand on est dans ces jardins en hauteur, il y a je me souviens de jardins, de potagers qui étaient cultivés de façon savante par des jardiniers, et les mets qui étaient proposés au prince étaient forcément des légumes et des fruits de saison. Donc c'est le jardinier qui faisait le menu. Voilà. Et voilà. Et puis il y a cette animation spirituelle absolument incroyable, enfin, là, qui est partagée un peu partout dans le pays. Et voilà ce contraste. Et puis, le Madhya Pradesh, là aussi, le Madhya Pradesh, c'est un État assez boisé. Il y a une dépression entre deux plateaux, et on retrouve donc des parcs nationaux, dont celui-ci, où on est assuré quasiment de voir des tigres, hein, des tigres qui sont donc Les des tigres félins du Bengale. les tigres du Bengale, et tigres qu'on ne voit qu'en Asie. Il n'y a pas de tigre ailleurs qu'en Asie, sauf dans les zoos. Voilà, alors là maintenant, eh bien, euh, on est dans le Maharashtra. Maharashtra. Maharashtra, c'est Mumbai, la ville emblématique. C'est l'une des villes les plus importantes, si ce n'est la plus importante de l'Inde. On a choisi comme illustration cette gare de style dit saracénique, hein, c'est-à-dire c'est une espèce de contraction entre le style traditionnel de l'Inde et puis la culture britannique. Alors c'est une gare emblématique, elle est hallucinante même lorsqu'on est à l'intérieur, et elle est encore en activité. Et elle est classée à l'UNESCO, il me semble, aussi. Et elle est classée, absolument, tout comme le temple Tout d'Ellora. comme Ellora. Ouais. Ellora, alors, qui est donc un temple extrêmement impressionnant, qui a une particularité. Alors, c'est pas fréquent de voir des édifices religieux taillés dans le roc. Vous voyez, les parois, eh bien, c'est les limites de des creusements qui ont été faits, et tout le reste que vous voyez, hein, tous ces éléments architecturaux ont été donc creusés et évidés à l'intérieur, un peu comme Ajanta. euh, alors, Argentin, évidemment, et puis j'allais parler de Lalibela en Éthiopie, qui est un autre exemple Oui. qui vient à l'esprit. Hein, quand vous avez Lalibela, vous avez ces églises qui sont taillées dans le roc. Eh bien, on a à des milliers de kilomètres de là, évidemment, là, c'est un temple qui doit dater du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, des constructions avec le même principe. Voilà. Là, on Alors retourne là, plus au nord.
plus au nord, donc là, ça c'est Varanasi, c'est sûrement l'une des villes les plus émouvantes qui soit. Varanasi, donc là on est au bord du Ghat, hein, les pèlerins font des ablutions rituelles, voilà. Et quelque part, quand on arrive à Varanasi, je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, mais on déambule sur un fleuve sacré. Pour ma part, j'y suis arrivé en bateau de nuit, et l'impression était très, très étonnante. C'était la fête de la lumière. Donc les torches donnaient un clair-obscur sur tous les palais qui longent les Ghats. Il y avait encore une odeur de crémation, puisque les Ghats, ce sont des quais, donc comme je vous ai dit, au bord d'un fleuve sacré, et qui sont le théâtre des crémations rituelles, hein, et qui ne désemplissent pas, hein. C'est une activité permanente de, à Varanasi, comme tous les lieux sacrés de l'Inde. Et le fait d'avoir ces palais qui ont un charme fou, le quai, le fleuve sacré, et de l'autre côté, une lagune, quelque part, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, en arrivant de nuit à Varanasi, j'ai eu l'impression d'être à Venise. Voilà, les jeux de correspondance que ça provoque. Voilà, alors là, on est, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que les, l'Inde de Narendra Modi est en train de débaptiser les sites moghols. Eh bien, nous voici à Prayagraj, euh, qui autrefois, enfin depuis les Moghols, donc s'appelait Allahabad, donc la ville d'Allah, et donc les Moghols avaient eux-mêmes débaptisé Prayagraj. Eh bien, Prayagraj, donc 4 siècles après, eh bien, reprend son appellation d'origine. Alors là, c'est une photo assez étrange. Donc ça, c'est un sadhu, hein. Alors, les sadhus euh, sont des personnes qui ont décidé de mener une vie très ascétique. En général, ils ne sont pas très habillés. Et puis, donc là, on les retrouve dans le cadre d'une manifestation qui est assez étonnante, et qu'on retrouve régulièrement tous les 4 ans, ou tous les 8 ans, tous les 32 ans, selon la nature de la Kumbh Mela, puisqu'il s'agit de, cette, de ces festivités. La Kumbh Mela étant, selon ses formats, et en tout cas à Allahabad c'est le cas, l'un enfin, le lieu de rassemblement spirituel le plus important du monde, et loin de là, puisque euh, dans les meilleures années, la Kumbh Mela peut rassembler jusqu'à presque 100 millions de pèlerins. Et il me semble qu'il va y avoir une Kumbh Mela justement en 2025. Donc on fera évidemment en sorte d'avoir un départ pour pouvoir y assister. Voilà, alors donc là on continue quelque part notre route. Tout à l'heure nous sommes partis de Mumbai, nous avons vu euh, Maheshwar, nous avons vu Prayagraj, Allahabad, nous voyons maintenant Bodh Gaya. Alors avant nous étions dans l'hindouisme, nous avons et nous avons pu également voir, pas dans les photos que nous avons présentées, mais on a pu voir des musulmans, des sikhs, etc. Et là, euh, dans notre quête nous menant
nous ayant mené jusqu'à Calcutta avec Shripal il y a quelques années, eh bien, on arrive à Bodh Gaya. Bodh Gaya, vous voyez, on est dans un tout autre univers, c'est l'univers bouddhiste. Eh bien, et ça, c'est un endroit absolument hallucinant. Vous avez des milliers de moines qui, tout au long de l'année, se retrouvent et prient à leur façon, font des exercices de spiritualité, parfois les plus étonnants, qui ressemblent parfois de loin à plus à de la culture physique qu'à des exercices spirituels. Mais tout ça est très varié, très étonnant. C'est un lieu spirituel de très grande importance, puisque on considère que, selon la tradition, que le Bouddha a été éveillé à Bodh Gaya. Et vous avez, alors après avoir quitté le temple principal autour duquel se retrouvent les moines, les religieux, les pèlerins de diverses obédiences, puisque le bouddhisme est multiple en termes de sectes, eh bien, vous avez à l'extérieur de ce temple, vous avez j'allais dire, des ambassades spirituelles, quelque part, venant de tous les pays bouddhistes du monde. Alors là, vous avez donc, ces ambassades, si je puis dire, entre guillemets, ce sont des temples bouddhistes, donc d'expressions spirituelles variées selon les pays. Vous avez aussi bien le Bhoutan que vous avez en face de vous, mais côte à côte, vous avez la Malaisie, le Japon, la Thaïlande, le Myanmar, que sais-je encore. Ah, ça, c'est très, très étonnant comme expérience, d'une très grande variété et d'une spiritualité vraiment très, très marquante. Voilà. Alors, oui, et là, donc, on termine avec le Bengale occidental. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, ça, c'est donc le mausolée le Victoria Memorial. Donc, c'est le mausolée qui a été créé, le mémorial qui a été créé, et financé par un certain nombre de Maharajas, d'ailleurs. C'est très, très intéressant de voir ça, pour saluer donc Victoria, la reine Victoria, qui en 1857 donc a, a eu la surprise de devenir, parce que c'est pas elle qui l'avait demandé, hein, ce sont les politiciens de l'époque, a eu la surprise de devenir impératrice et reine, et donc impératrice du fait de l'annexion de l'Inde à l'Empire britannique. Voilà, et puis ben, Kolkata, alors c'est un monde très particulier, c'est la première. C'était la première capitale de l'Inde et celle-ci, pour des raisons politiques, a fini par céder la place à Delhi. Mais c'est une ville extrêmement fourmillante. Ici, c'est un endroit particulièrement symbolique puisque c'est le marché aux fleurs. Il faut savoir que le marché aux fleurs, c'est une des premières activités économiques de l'Inde. On n'imagine pas la- la- le chiffre d'affaires que cette activité peut générer, parce que les fleurs, ce sont avant tout des offrandes, hein, des offrandes faites au quotidien par le milliard d'hindouistes vivant en Inde. Alors là, on s'en va. Alors là, on change complètement d'univers. Là, on est dans ce que on appelle les Seven Sister States. Alors, donc vous voyez dans le carré rouge, hein, on a quitté vraiment le cœur de l'Inde et on est dans un endroit extrêmement intéressant,
Moi, j'ai beaucoup aimé cette région-là. Elle est entourée, entourée de pays divers. Hein. Ça commence par le Bhoutan, la Chine, le Myanmar, et puis ce que vous voyez en sombre juste en dessous du carré, le Le Bangladesh. Et Bangladesh. la, le lien entre cette excroissance territoriale et puis le cœur de l'Inde, c'est 40 kilomètres, pas beaucoup plus. Hein. Donc, ça tient à ce territoire qui n'est pas très grand, qui est grand comme la France à peu près, en 7 États différents. Donc, ce territoire est rattaché à l'Inde qu'à un fil, hein, de 40 kilomètres. Et alors, ça, c'est un très très bel endroit, très varié. Hein. Donc, les États sont tous très, très différents, avec des tribus multiples, euh, des coupeurs de tête également. Hein. Donc, on voit ça au Nagaland, par exemple. Euh, Vous avez des montagnes également très, très importantes en Arunachal Pradesh, l'Arunachal Pradesh étant à la frontière de la Chine et du Bhoutan. Et vous avez également donc un parc national, ça c'est l'Assam, ça c'est un État, le plus vaste État parmi ces sept États des Seven Sisters. Donc c'est un État où on retrouve notamment les fameux rhinocéros. Eh bien, voilà, Mhm. donc là, donc on fait un saut de part en part de l'Inde, puisque nous partons brusquement du nord-est à l'extrême sud. Donc là, on change complètement de culture. Hein. Alors là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle la culture dravidienne. Hein. C'est l'Inde noire. Hein. Les Indiens sont donc de couleur foncée, contrairement à ceux du Nord. Hein. Les temples sont de nature totalement différente, plutôt pyramidale, hein, Monolithique, oui. Des temples monolithique, monolithiques. absolument. Voilà. Alors c'est l'Inde, alors que ce soit d'ailleurs, on peut peut-être repasser, voilà, donc on, on voit, vous Si vous voyez voulez, si vous voulez voir des très beaux temples, en fait, en Inde du Sud, on en retrouve beaucoup, notamment bah, là, le temple à Tanjore, le temple de Brihadeshwara, mais il y en a beaucoup d'autres. ouais, et qui sont formatés souvent de cette façon-là, avec Oui, une, des sculptures absolument grouillantes, incroyables. Voilà. Et puis, l'Inde du Sud, c'est alors le beaucoup Kerala. plus que alors, le Kerala, évidemment, et c'est la luxuriance. Hein. C'est ce qui caractérise véritablement ces États, aussi bien donc. Le, le sud-ouest que le sud-est. Là, donc, Oui. nous sommes au Kerala. Hein. Donc, là, c'est un État qui a comme particularité d'être gouverné par le Parti communiste. Voilà, et avec une proportion assez importante de chrétiens, contrairement à tous les autres, aux autres États de l'Inde, excepté les Seven Sisters, où les chrétiens sont parfois majoritaires dans certains États, voire musulmans dans l'Assam. Là, les, les hindouistes, eux, ne sont que légèrement majoritaires à 50%. Alors, évidemment, ben, le Kerala, alors c'est Cochin, c'est la mer, évidemment, c'est un ancien comptoir bien connu. Voilà. Sripal, toujours muet. Bon, On peut continuer avec le alors, Karnataka. Karnataka, alors donc on est toujours dans la même structure de temple, hein, des temples très sculptés, comment dire, Très travaillé. plein d'effervescence, oui, absolument. Donc là, c'est le site de Patadakal qui est, il me semble, inscrit au patrimoine de l'UNESCO également.
et également celui de Ampi. Donc, vous voyez que c'est vraiment sculpté dans le détail, hein, donc c'est très, très beau à visiter en Inde du Sud. Et puis voilà, la présentation est terminée. Je ne sais Voilà, pas donc, si je... voilà. Donc l'idée, c'était de vous donner des images Voilà, très fortes, très puissantes, qui vous donnent une idée de l'extrême variété de l'Inde en termes de paysages, en termes de monuments. Et donc, ça se traduit ensuite par des circuits que nous proposons. Et là, je laisse Valentine en parler. exactement. Exactement. Donc, on a 11 circuits en Inde, donc comme vous le voyez sur la carte, qui sont bien répartis sur pratiquement toute la totalité du territoire. Alors, on a également un projet pour on aimerait faire un voyage en Orissa, Chhattisgarh, Sikkim, Bengale occidental, qui sortira probablement l'année prochaine, et donc qui couvrira la partie est qu'on faisait avant, mais qu'on a besoin de retravailler le programme. Et donc tous nos circuits sont en tout compris. Donc vous avez la pension complète, les guides locaux, donc ici les guides locaux indiens. Donc il y a Shripal, mais on en a également d'autres évidemment. Et puis des hôtels très confortables, hein, le meilleur confort possible, en tout cas évidemment selon les destinations. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hervé, vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que le mieux, si nos auditeurs sont intéressés, c'est de les inviter à aller sur notre site et puis Oui, voir bien sûr. les détails de nos voyages. Donc Euh, notre site explo.com, explo.com, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur nos voyages ou même d'autres destinations, hein. voilà, et puis donc, Peut-être là, savez-vous, si certaines personnes ont des questions, je vous invite à les écrire dans l'onglet conversation en haut. N'hésitez pas, on pourra y répondre et si jamais, par malheur, nous n'avions pas la réponse, on enverra les questions à Shripal. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça, que ce soit d'ordre des visites, sur les conditions de voyage, sur les questions de visa. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire maintenant. Vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un email. Notre équipe commerciale vous répondra rapidement. En général, dans la journée, vous avez la réponse, sauf si ce sont des choses un peu plus compliquées. On peut aussi vous proposer des voyages sur mesure, si jamais un circuit vous intéresse, mais que vous souhaiteriez ajouter un ou deux sites ou quelques jours de plus. On est assez flexible, on peut faire tout un tas de choses et puis s'adapter aussi à vos souhaits en termes de confort. Donc, comme le disait justement Valentine, en général, on fait en sorte de descendre dans les endroits les plus confortables possibles, plutôt des petites structures ou en tout cas du charme. Bien sûr, c'est bien plus facile de le faire au Rajasthan que dans les Seven Sisters, Évidemment. voilà, c'est une zone beaucoup plus sauvage encore, beaucoup moins touristique aussi. Donc là, c'est sûr que ce sont des conditions d'hébergement plus simples, mais on est ça dépend, récompensé par ça dépend des endroits, hein. un petit peu plus que le Oui. Rajasthan. Ah bon, Oui, non, évidemment, ça. Mais voilà, effectivement, dès qu'on peut, dès qu'on a accès à un hébergement plus confortable, de toute façon, on y va. Voilà, et puis pareil pour l'aérien, si vous avez des besoins en termes de départ d'autres villes que Paris, c'est possible aussi. On peut aussi vous proposer le voyage hors vol. Voilà, il y a tout un tas de choses qui est possible de faire. Il faut juste nous poser les questions. Et nous, notre plus grand plaisir, c'est de vous dire oui. Donc, quand on peut, on fait notre maximum. Voilà, je ne sais pas si Hervé ou Valentine, vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, je vais juste répondre à une question que j'ai vue passer à propos du Manipur. Et alors, effectivement, il y a quelques difficultés entre tribus dans le Manipur. Je vois que notre auditeur est très au fait des développements
des développements sociaux de l'Inde. Alors, j'ai pas de réponse définitive sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est que d'expérience, hein, les échauffourées qu'on peut connaître à un moment donné peuvent retomber complètement et quelques semaines ou quelques mois après. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, ce serait peut-être pas de très bonne loi d'aller au Manipur. Le voyage qui nous mène au Manipur, c'est le voyage dans les Seven Sister States. Il a lieu au mois d'avril, car le mois d'avril, c'est un seul voyage de 35 jours, hein, qui est fait au mois d'avril pour la raison suivante, c'est que euh, il y a 5 États, 5 météorologies différentes, et la résultante la plus positive en termes de climat pour faire ce voyage, eh bien, c'est le mois d'avril. Tout ça pour dire que entre maintenant et le mois d'avril, il peut se passer plein de choses et on reparlera le moment venu de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire au Manipur. Dans ce voyage de Manipur, on y passe de mémoire, on doit y passer 3 jours, je crois. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Donc là, ma collègue vient d'ajouter le lien sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à le visiter, à télécharger nos programmes détaillés ou bien vous pouvez nous appeler aussi pour qu'on vous les envoie par mail ou par courrier. Non, a priori, pas d'autres questions. Très bien. Ben, écoutez, on termine ici devant des rivières. Et donc là, on est, euh, on est dans l'Arunachal Pradesh. Ça, c'est un endroit assez étonnant, à Ziro. Et Ziro, c'est le territoire des Apatani. Alors, vous verrez, reportez-vous sur notre site, vous verrez des photos, une photo notamment d'une marchande de légumes à Patani, et vous verrez la particularité physique qu'elle revêt, hein. C'est tout à fait spécifique à cette ethnie particulière. Et d'ailleurs, c'est une ethnie qui vit dans un environnement très, très charmant. Vous en avez un exemple ici. Je me souviens parfaitement de cette photo que j'ai prise moi-même, d'ailleurs. Exactement. Voilà. On n'a Donc pas, on n'a pas dit un pardon, mot sur l'Inde d'aujourd'hui. Hervé, est-ce que vous souhaitez... Alors, l'Inde d'aujourd'hui, alors, je, je parle en tremblant devant Sripal, hein. Oui, Bah, ce qu'on peut dire, c'est que, de toute façon, il ne me contredira pas, donc je pourrais dire toutes les bêtises. Donc, c'est devenu, hein, le pays le plus le plus peuplé. peuplé de l'univers désormais, avec 1,450 milliard d'habitants. Euh, c'est un pays qui a connu depuis son indépendance des évolutions assez fulgurantes, hein. Euh, L'Inde aujourd'hui totalement à sa fin. Elle est non seulement comment dire, autonome d'un point de vue agricole, elle est exportatrice d'un point de vue agricole également, notamment de riz. Alors pas cette année, ils ont décidé d'arrêter l'exportation de riz pour des raisons de bouleversements climatiques. Alors là, l'Inde subit des bouleversements climatiques importants. Les moussons arrivent plus tardivement qu'auparavant, Elles sont plus notamment. violentes aussi, Elles sont parfois plus violentes, oui. parfois, oui. Euh, euh, mais l'Inde, c'est aussi le territoire de la modernité. Il suffit d'aller à Mumbai pour être stupéfait de voir la vitalité cette cité, hein. C'est le poumon économique de l'Inde. Et alors ça, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais des villes comme Chennai, par exemple, sont des villes comme une vingtaine d'autres, sont des villes qui sont en train d'être rendues intelligentes, hein. C'est-à-dire qu'il y a une numérisation, hein, d'un certain nombre de services, hein, qui peuvent
qui peuvent permettre de faire du préventif, des synthèses, des statistiques, etc. Enfin, donc, il y a toute une couverture numérique qui est en cours. Et là aussi, là, c'est un peu paradoxal d'imaginer cela. Il y a également une révolution monétaire, téléphonique. Là, il y a aujourd'hui n'importe quel Indien peut acheter n'importe quoi avec son téléphone. Là aussi, hein, c'est très surprenant d'imaginer cette modernité qui est presque supérieure à la nôtre, hein, pas à certains aspects, hein. Et également de voir le caractère qui reste très, très traditionnel, évidemment, de ce pays. Voilà. Euh, J'aurais préféré tout de même que ce soit Shripal qui nous en dise plus, Oui, parce que c'est lui véritablement qui est issu de ce pays, qui vit en permanence. Ce que je vous propose à tous, c'est que on prenne date, hein, dès maintenant, et on va demander à Shripal puisqu'il n'a pas pu présenter hélas, cette réunion, c'est de nous faire un exposé, enfin sous forme de vidéo que nous transmettrons, hein, sur les compléments d'information qu'il souhaite donner euh, sur les éléments que nous vous avons communiqués, et également son point de vue de citoyen indien sur l'Inde d'aujourd'hui. Hein, je pense que c'est le cadeau que l'on va vous faire, ne serait-ce que pour nous faire pardonner, nous pardonner de cette difficulté technique que nous regrettons, et qui est presque paradoxale, parce que tout avait très bien fonctionné hier lorsque nous avions répété. Et voilà, donc on ne maîtrise pas tout, même à l'heure de la mondialisation. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à, comment dire, à nous écouter depuis une heure. Et donc, on reste en contact, hein, et on vous enverra le replay de cette réunion, et également les commentaires, les impressions du citoyen Shripal, hein, qui ne manquera pas de venir vers vous par vidéo interposée. Voilà, merci à tous, et eh bien, on espère du fond du cœur à bientôt. merci. Merci, au revoir. Au revoir.